25, 50 ans, est-ce qu'on est encore mieux ou si est-ce que ça périclite? C'est sûr que présentement, on vit une période de turbulence. Mais c'est pas nécessairement mauvais, une période de turbulence. T'sais, avant qu'une femme accouche, là, c'est le chaos total. Mais après ça, tu as un nouveau-né, puis c'est super beau, puis tout le monde est heureux. Je pense que les institutions médiatiques sont, d'après moi, au front présentement des changements qui sont nécessaires. L'année passée, il y a un sondage léger qui est sorti comme de quoi la moitié des Québécois ont peu confiance aux institutions médiatiques. Je veux dire, moi, j'ai pas la capacité d'aller parler à tous les politiciens pour savoir ce qui se passe. On a besoin d'institutions médiatiques, on a besoin de leur faire confiance. Mais je pense en même temps que si on est arrivé là, il y a probablement une partie du blâme qui appartient aux médias institutionnels elles-mêmes. Il faut qu'on garde un noyau protégé de production d'informations qui soit clairement à l'extérieur du monde de l'analyse et de l'opinion, qui est là, moi et les autres personnes qui ont des médias sociaux, qui peuvent ramasser leur téléphone, n'importe rien, dire n'importe quoi. Ça, c'est une arène où free for all. Notre réalité ressemble un petit peu plus à comme la France d'après la Révolution. Si on veut la métaphore, on est dedans, là. On est dedans, là. On est dans la Révolution française. Tout ce que j'espère, c'est qu'on va pas avoir la terreur qui va suivre. Yo, what's good? Pour de vrai, on est back avec un gros épisode avec Farnell Morissette, Critical Thinker #1 au Québec. C'est un homme, un érudit. C'est clairement, je veux dire, le gars hyper intelligent, hyper... sa carrière, c'est fou. Moi, je suis fasciné. Le gars, il a été ingénieur, il est avocat. J'imagine que dans 10 ans, on va le retrouver puis il va être docteur. Politicien, peut-être bien. Ce serait bien, ça. Critical Thinker. Peut-être, on verra. Je pense que la politique, ça tue ces gens-là. Tu penses? Ben, c'est parce que c'est quoi le pouvoir que tu as après, tu sais? Ben, je vais être honnête, tu sais, comme là, j'ai 25 ans, moi, j'ai vécu 24 ans de ma vie en me disant que ça changeait absolument rien de ma vie, de la politique. Fait que là, tu sais, ça... Là, tu commences à cliquer. Ben, pas tant, là, tu sais, mais tu sais, un petit peu plus. Faire de la politique, les gens te suivraient. Non, mais c'est même pas une joke. Non, mais je pense que l'engagement politique, après ça, je veux dire, il y a des choses auxquelles tu crois, puis je suis convaincu que si tu y allais, tu serais un bon point de ralliement pour les gens. On reparlera de ça. On checkera ça. Mais c'est ça, j'ai jamais vraiment... Si vous voteriez pour JNT Comment? comme député, marquez-le dans les commentaires. Puis si t'aimes mieux fuir le pays, commente ça aussi. On est prêt. On est ouvert à tout ici chez Pour de vrai. On est pour de vrai. Non, mais c'est vraiment bon. Puis c'est tellement un gars intelligent. Puis qui étudie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens... De dire que tu n'es pas intelligent, ce serait un mensonge. De dire que tu fais peu d'efforts pour t'informer à plusieurs sujets puis de différents points de vue, ça, c'est vrai. Ouais, peu d'efforts. Ça devrait être notre prochain podcast. Peu d'efforts. Peu d'efforts avec GNT. Ouais, puis c'est ça l'interview. Il y avait une question que tu as posée. J'avais la même question. Toi, tu l'as posée. Tu as expliqué. La question était bien formulée. Moi, c'était quoi ton take, toi? J'allais dire ça de même. Bien content que c'est un truc qu'il l'a dit. Mais honnêtement, vous allez triper cette conversation-là. Merci encore, Farnell. C'est tout. Puis nous autres, on s'en va voir notre sponsor right now. Ciao. On peut dépanner des clients, on va livrer de la pizza avec ça. Bon, mais ça veut dire, si tu veux un beau pick-up, platinumauto.ca. Puis là, tu vois, garçon, c'est le même qu'on veut un gros pick-up. Bienvenue à Québec. En tout cas, on rit, mais ce qui est drôle dans ces vidéos-là, c'est que c'est des étudiants à nous. Fait que. OK, c'est l'un de vos anciens. Les deux, ouais. Olivier Thibodeau puis Evan Arcan, qui sont les deux propriétaires de l'agence qui crée le contenu pour Pizzeria Le Gaulois puis Éric Platinum Auto. C'est deux anciens étudiants de monteurvideo.ca. Tu sais, on parle souvent de pouvoir être monteur pour une autre entreprise, mais on parle pas qu'on peut créer sa propre compagnie dans le montage vidéo. Moi, c'est ce que j'ai fait à travers mon entreprise qui est 3D Media maintenant. Marco, tu pourrais-tu m'en parler un peu? Comment ça fonctionne au niveau des étudiants à ce niveau-là? Ben, tu sais, dans le fond, tu vas tout le temps aller chercher l'expérience, tu sais, fait que ce soit à travers des contrats, que tu travailles, mettons, à temps plein dans une agence, quoi que ce soit. Mais dans le cours de monteur vidéo, il y a des modules aussi qui vont t'apprendre tout ce qui est, mettons, entrepreneuriat. Parce que c'est le fun de se partir à son compte. Il y a beaucoup d'opportunités aussi. Donc, on accompagne aussi les étudiants à faire ça. Fait que c'est pas juste pour le monde qui veut juste une job comme ça. Tu peux, si tu veux bâtir et tu as des grandes ambitions, tu peux bâtir ta propre entreprise dans le domaine du montage vidéo. Puis tu sais, c'est drôle parce que les gens qui regardent en ce moment le podcast pourraient juste faire l'exercice de s'arrêter puis quand ils scroll, probablement 60% des vidéos au Québec ont été produites soit par nous ou par des étudiants à nous qui ont été payés pour ça. Fait que toutes les vidéos que toi tu vois en scrollant, tu te dis qu'il y a quelqu'un derrière ça qui est en charge de la production et du montage vidéo qui gagne sa vie avec ça, qui réussit à faire de l'argent avec ça.
Shout-out monteurvideo.ca, l'université de montage vidéo #1 au Canada. C'est vrai. Monteurvideo.ca. Enchanté, Farnell. Merci. Bienvenue sur Pour de vrai. Merci de m'inviter, c'est super gentil. La route a bien été? Oui, ben, j'étais à New York hier, alors ça tombe bien, puis je retourne à Québec demain. OK, tu descends pas de Québec. Non, c'est ça, j'ai un emploi qui m'amène à New York de temps en temps. Ah, nice. Ça me fait une belle petite escale entre les deux. Est-ce que tu veux en parler de ton emploi? Ah, ben, oui, c'est un emploi, je travaille en droit des affaires pour un cabinet à New York. Pour vrai? Ouais. Génial. Ouais, je suis chanceux, c'est OK. le fun. Fait que t'es un avocat commercial, dans le fond. Ouais. C'est un patinet intelligent. Moi, j'ai toujours... parle mon langage. OK. J'aime ça, moi. C'est ça ma vraie job, là, tout ce que je fais. Puis Mes tu fais réseaux quoi, sociaux, toi? c'est un hobby. Puis tu fais propriété intellectuelle ou... Je fais droit des affaires dans le monde, surtout des valeurs mobilières OK. et dans les transactions immobilières. Alors, les portfolios de bâtiments commerciaux, par exemple, ce genre de choses-là. Tu fais comme des hedge funds puis tout ça aussi? Un peu aussi, c'est moins important. Ça achète de plus en plus. Oui, c'est ça, ça fait partie de la pratique aussi, mais c'est pas le facteur principal dans ma pratique. Je sais qu'on veut rester dans le temps, mais j'ai plein de questions. On va changer de... Vas-y, Jay, excuse-moi. Oui, t'es un gars de Québec. Oui. Dernier, je sais pas si le podcast va être sorti, on ne sait pas encore dans l'ordre, mais notre dernier invité, c'était une fille qui s'appelle Mélissa, elle vient de Québec. Mais Annie, c'est pas un fan de Québec. T'es-tu un fan de Québec? Moi, j'adore Québec, mais j'ai grandi à Québec. Tu sais, je peux comprendre que Moi aussi. il y a des gens pour qui Québec, c'est pas tout, mais bon, j'ai vécu à Montréal, j'ai vécu à New York, j'ai vécu à Londres. Québec, c'est ta ville, ton style. C'est là que mon cœur est. Tu sais, mais ça, c'est parce que j'ai grandi là, ma famille est là, ma communauté. Plus que Londres et New York. Plus que Londres et New York, oui. C'est moins excitant que Londres et New York, on va pas se mentir, mais pour moi, mon cœur est là. Fait que l'aspect personnel, je l'accepte, mais je trouve que ça mine un petit peu ta crédibilité de commencer. Québec, plus que Londres et New York. Mais c'est personnel, je peux le comprendre. Ouais. Mais non, moi aussi, je suis un fan de Québec. Je sais que j'y retourne éventuellement, pas tout de suite. Je sais pas encore quand, mais moi aussi, mon cœur bélangue, c'était Québec. Je pense qu'il y a de quoi, là. Mais Annie, c'est qui dit que le monde de Québec sont bizarres. Non, mais... Mais ça empêche pas d'aimer Québec, trouver que les gens de Québec sont bizarres. Oui, oui. Mais puis en fait, c'est ça, je connais pas tant la ville. J'ai une exposition limitée aux gens de Québec avec un échantillon très spécifique. Mais ce qui me fascine de Québec, puis c'est ça qu'on disait aussi c'est que, puis peut-être que ça, tu pourras en parler, mais il y a un poids culturel qui est vraiment disproportionné au poids démographique pour Québec. Donc, tu sais, je prends l'exemple de Jay, qui était une vedette à Québec, puis qui est devenu une vedette au Québec par ça. Alors qu'à Montréal, il était presque pas connu, tu sais. Donc, étant donné les institutions médiatiques à Québec qui sont en place, qui sont celles d'une grande ville, mais le poids démographique n'est pas si gros que ça. Tu sais, je veux dire, Laval, c'est plus gros que Québec. Mais si C'est la population. Oui. Oui, c'est vrai, je pense que c'est vrai. tu comprends ce que je veux dire, mais si t'es une vedette à Laval, ben, t'es quand même... Parce que Laval est dans le giron de Montréal. C'est ce qui se passe. Je pense que ce qui arrive, c'est que la population du Québec au grand complet se divise un peu entre les gens de Montréal qui représentent plus ou moins la moitié de la province et tous les autres qui ne s'identifient pas à Montréal alors qu'ils vont chercher une représentation culturelle dans le seul autre grand centre où il y a de la production culturelle qui est Québec. Alors je pense que c'est la représentation par rapport au poids démographique s'arrête pas seulement à la ville de Québec, c'est que la ville de Québec représente essentiellement le Québec extra-montréalais si on peut se le voir demain. Toi, t'en penses quoi? On peut se le voir de même. Je suis bien d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Fait que Farnell, on te reçoit aujourd'hui justement parce qu'on a reçu Yann Terriot. Oui. Puis Yann Terriot nous a parlé de toi. Il a dit Farnell Morissette dans le podcast. Moi, j'ai aucune idée c'est qui Farnell Morissette. Mais là, je suis allé voir. Après, en faisant le montage, il a reparlé. Fait que je suis allé voir Farnell Morissette. Puis j'ai vu ta face. Puis j'étais comme ah, c'est le gars que j'avais vu une couple de Reels de TikTok passer. Puis c'est ça. Yann Terriot t'a décrit comme un critical thinker. OK. Qu'est-ce qu'il veut dire par critical thinker?
Faudrait demander à Yann. Je sais pas exactement ce que lui veut. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il veut dire par ça? Mais tu sais, moi, la façon que je l'interprète, c'est que oui, tu sais, je suis quelqu'un qui a un sens critique particulièrement, je pense. J'ai pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts à le développer. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'opportunités pour le développer aussi. Et c'est quelque chose que j'ai l'habitude d'appliquer de façon très large, à peu près à tout ce qui m'intéresse, tout ce que je juge important. Je pense que c'est probablement de ça que Yann parlait. Mais encore une fois, je ne suis pas dans sa tête. Je ne veux pas me mettre à sa place. Ma question, j'en ai deux. Ma première, ce serait, est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a mené au droit ou si ça s'est développé en faisant ton droit? Probablement les deux. OK. J'ai toujours été intéressé par le droit en tant que domaine intellectuel. Pour les effets que le droit a aussi, je trouve que c'est quand même très intéressant qu'on se donne des règles qui existent nulle part autre que dans nos têtes collectives, puis après ça, on se met tous d'accord pour vivre selon ces règles-là. C'est quelque chose que, en tant qu'être humain qui habite dans la société qu'on regarde tous, je trouve ça fascinant qu'on est capable d'arriver à ça. C'est une des choses qui sépare les humains de presque tous les autres animaux, d'être capable de faire ça à un niveau de complexité qui dépasse même les relations sociales immédiates. Mais avant d'étudier le droit, j'ai étudié le génie, je suis ingénieur. Ingénieur de formation, j'ai travaillé pendant des années dans le domaine du génie civil. Après ça, je suis allé faire mes études en droit. En même temps que j'ai fait mes études en droit, j'ai fait un certificat en économie, travaillé plusieurs années dans le domaine du droit, et puis je reviens d'une maîtrise en philosophie des sciences sociales et de l'économie, qui est aussi quelque chose d'autre, qui développe le sens critique, je pense. Alors, c'est quelque chose qui me branche, clairement. Fait que t'es en études constantes. Je pense qu'on est tous en études constantes. Moi, la façon que les études fonctionnent bien, pour moi, c'est l'école. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas à l'école qu'on n'est pas en train d'étudier l'univers autour de nous. L'école nous donne un cadre, une structure, mais c'est pas la seule façon d'apprendre, certainement. Ouais. Ma deuxième question, c'est la suivante, c'est quoi la mission? C'est quoi l'objectif? Jay parlait des TikTok. J'en ai vu quelques-uns, j'ai pas fait une étude approfondie. Mais en même temps, je pense que c'est facile d'en saisir l'esprit, mais de ton point de vue, qu'est-ce qui t'a amené? C'est pas comme si tu n'étais pas occupé et que tu n'avais pas d'autre chose. C'est quoi l'importance de faire ça? Puis qu'est-ce que tu cherches à accomplir? Puis chez qui tu cherches à l'accomplir? Je vois ça comme une forme de... En droit, on a un terme qui est en latin qui est pro bono publica, qui veut dire pour le bien public. Ouais. Et ça fait référence à l'obligation que les avocats, généralement, se donnent, une obligation déontologique qui n'est pas légale. Tu ne vas pas te faire arrêter si tu ne le fais pas, mais une obligation morale, si on veut, de redonner à la société grâce aux connaissances, aux acquis et aux talents que se sont développés les avocats. Je vois ce que moi, je fais un peu dans le même cadre d'obligation morale, dans le sens que tout le monde, je pense, a une obligation morale de contribuer au bien-être de sa société en général, à la hauteur de ses capacités de le faire. Quand j'ai commencé à faire mes TikTok, je travaillais pour New York, je travaillais à New York. Alors, je ne pouvais pas aller à une soupe populaire, c'était pas possible pour moi. Mais ça restait que, pour moi, dans mon cœur, ma société, c'était le Québec. Alors, je voulais contribuer de la façon que je pouvais. J'ai réalisé que la société québécoise a quand même dépensé énormément de ressources à me former l'esprit critique. Alors, une façon que je pouvais redonner au bien public à ma façon, c'était de commencer à faire ça. J'aime l'approche qui n'est pas individuelle. Tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de nos genres, en tout cas moi, je parle pour les gens de mon âge, puis les milieux des réseaux sociaux, c'est beaucoup du moi, puis c'est individuel. Puis toi, t'es vraiment en mode, on est une société, comment on peut avancer la discussion, puis de s'entraider. Tu sais, ce que j'aimais, moi aussi, j'ai pas checké full TikTok, mais j'en ai vu une couple passer. Puis ce que j'aime, c'est que tu as l'air de te placer tout le temps dans le milieu. Tu as ton opinion, ça c'est sûr, mais tu te poses aussi la question, OK, quel côté ils vont penser ça, l'autre côté ils vont penser ça, voici le pourquoi, voici les faits, puis après ça, faites votre opinion, tu sais. Puis je trouve que ça avait une bonne façon d'avancer la discussion, comme, je me rappelle, parce que la première fois que je t'avais vu, c'est quand tu parlais des mâles alpha, puis c'était à propos de le documentaire des alphas qui disait « Femmes, soumettez-vous à vos maris », puis là, tu as dit « OK ». J'aimais ton approche parce que c'était pas en mode, je sais pas comment dire ça, mais c'était pas genre « Non, la Bible, que ça dit, c'est complètement faux ». C'était pas en mode la Bible que ça dit, c'est complètement vrai, faut que tu lis ça, puis tu fais faut pas que tu fasses ton interprétation du livre, du texte religieux par tes propres valeurs, mais il faut vraiment que tu le lis, puis comme tu sais, dans Timothée 2,
study to show yourself approved. C'est 2,15, je sais pas si c'est le premier ou En le tout cas, deuxième. ça dit d'étudier, puis d'étudier le contexte, puis qu'est-ce qu'il voulait dire par ça. Puis tu sais, toi, je pense que, mettons, tu vas lire un texte, tu vas pas faire comme, mettons, certains alphas qui font comme, OK, ça s'applique à moi parce que femme, soumettez-vous à mon mari. Tu vas aller étudier le contexte, comprendre ça, comprendre pourquoi les femmes, ça va pas leur plaire de lire ça, pourquoi les hommes pensent ça, tu sais. Puis c'est ça que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est que tu es un gars qui va se poser beaucoup de questions, puis après ça, tu vas mettre ça dans tes TikTok, puis après ça, les gens, ça peut les permettre à réfléchir, tu sais. Ben, j'hésite à la caractérisation que je me mets dans le milieu. Je pense pas que c'est ça nécessairement que j'essaie de faire. Puis je dis toujours, tu sais, je suis pas neutre, je suis pas objectif, puis j'essaie pas de l'être non plus, mais ça, tu le cernes bien. Mais je pense que c'est plus au lieu de voir, tu sais, se dire, on va voir des deux bords pour se mettre dans le milieu, c'est plus un devoir d'empathie. Il faut toujours se mettre dans la peau, dans la tête, le plus possible. C'est jamais possible de le faire parfaitement, mais on a quand même tous une bonne capacité qu'on peut se développer de se mettre dans la place de quelqu'un d'autre qui va, par ses expériences à lui ou à elle, par sa réalité, par son passé et ses aspirations pour le futur, voir les choses d'une certaine façon. Et si on veut avoir une conversation intelligente avec n'importe qui, il faut en premier être capable de faire la preuve d'empathie nécessaire pour comprendre d'où cette personne-là vient et où est-ce que cette personne-là est, et commencer de là au lieu de commencer du point où nous on est ou commencer du point où nous on voudrait faire venir l'autre. C'est un peu comme dire, si quelqu'un est à terre, puis tu le regardes de haut, puis tu te dis, ben, lève-toi, c'est pas mal moins utile que tu vois quelqu'un qui est à terre, puis tu te dis, bon, ben, je vois où tu es, je vais me baisser avec toi, puis on va se lever ensemble. Mais ça demande, ça demande un devoir de compréhension de où est-ce que la personne est, d'où est sa perspective, puis comment c'est là. Mais c'est vraiment plus ça que je veux dire par tu te mets dans le milieu, là. C'est que tu vas te poser la question, OK, qu'est-ce que l'autre personne va penser? Ouais. Puis que il y a beaucoup de compassion, puis tu vas vraiment te mettre dans la peau de tout le monde, puis après ça, je dis pas que ton opinion est dans le milieu, mais tu vas vraiment te poser la question de, OK, même si l'autre personne ne pense pas pareil que moi, comment que eux vont penser, puis comment je peux arriver à comme c'est ça le but d'une conversation, c'est pas d'avoir raison sur l'autre, mais c'est d'arriver à un point d'entente, tu sais, dans le milieu. Le plus possible. Oui. Fait que c'est ça que j'aime de tes TikTok, tu sais. Moi, ma question, ce serait parce que tu l'as dit, tu es subjectif. Alors, quelles sont tes grandes subjectivités? Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont subjectives, qui pour toi sont importantes? Je pense que le bien commun est très important pour moi. Ultimement, je suis un collectiviste. Je pense que le bien du groupe, le bien de la majorité passe avant le bien individuel. Il y a une pondération à faire là-dedans. Parce que, bon, ben, par exemple, si moi je suis allergique aux peanuts, ben, moi je vais mourir si on me nourrit des peanuts. C'est sûr que mon bien de ne pas mourir passe avant le bien de tout le monde d'apprécier le beurre de peanut sur une toast. Il y a une pondération à faire là-dedans. Mais généralement, je pense que c'est important de prendre en compte le bien commun, le bien collectif, avant son bien individuel. Puis généralement, quand on fait ça, on sort gagner individuellement aussi. Alors ça, c'est une des grosses valeurs qui m'anime, certainement. Je pense que je crois beaucoup aux valeurs de la liberté individuelle, aux valeurs des libertés fondamentales comme façon de s'épanouir individuellement, mais aussi comme une obligation qui vient avec, comme je disais, l'espèce de bien-être commun aussi. Est-ce que tu veux ne pas prendre pour acquis que les gens les connaissent, ces libertés fondamentales-là? Est-ce que tu les nommes? Puis je pense que des fois on les sait, des fois on les sait pas, des fois elles sont claires pour nous. Comment tu les définirais, mettons, les majeurs, mettons? Selon moi, quand on parle des libertés fondamentales, c'est pas nécessairement une liste de c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est plus un principe. C'est l'ensemble des choses qui nous permettent de s'épanouir individuellement, et une personne qui est épanouie individuellement est maximisée dans sa capacité de contribuer au bien commun. Alors, il y a des gens qui vont sortir une liste, puis on le fait dans nos lois. Là. On a des listes de c'est quoi les droits fondamentaux. On a la liberté d'expression, la liberté d'association, l'égalité homme-femme, plein de choses. C'est utile et très important dans un contexte législatif d'avoir une liste de c'est quoi, parce qu'après ça, on peut tous se mettre d'accord. Mais je pense que si on prend un pas de recul au niveau moral, vraiment, c'est les libertés fondamentales, c'est l'ensemble des choses qui nous permettent de choisir pour soi-même comment on veut vivre, comment on veut être et comment on peut, après ça, maximiser l'apport qu'on amène à la collectivité. Fait que ma question suivant ça, parce que moi, ce que j'entends ici, c'est des choses auxquelles j'adhère, mais j'y adhère du point de vue chrétien. Tu sais, qui offre toute la liberté. Tu sais, la blague qu'on dit souvent, c'est Dieu est un gentleman. Il ne va pas te forcer à rien faire. Il t'offre le salut. Maintenant, voici la réalité, voici les choses telles qu'elles sont.
Puis on le fait presque chaque épisode, tu sais, mais tous ont péché, le salaire du péché, c'est la mort, puis le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu sais, fait on part de cette prémisse-là. Mais si tu veux l'accepter, tu l'acceptes. Si tu veux pas l'accepter, tu l'acceptes pas. Maintenant, il y a plein de gens qui s'offensent de ce message-là, qui le reçoivent comme étant exclusif ou excluant, disons. Oui, j'allais dire excusatoire. Je me suis arrêté. Fait que c'est ça. Fait que tu as abordé un petit peu la question, puis je trouvais ça intéressant justement dans le TikTok que tu parles, où est-ce que tu parlais des mâles alpha, puis tu référais effectivement à Éphésiens, puis je pense que tu te référais à Lévitique, je ne sais plus quel autre passage tu référais là. Ah ben, le passage de mâle alpha, c'est Éphésiens 5, 21, je pense. Oui, c'est ça. Si on va un peu plus loin dans moi, ce que j'avais... C'est mal. C'est ça. Puis, tu sais, comme exemple, justement, pour démontrer un peu l'erreur, moi, je suis allé un peu plus loin juste dans le même chapitre au 28, où on permet, par exemple... les esclaves, doulos, oui. C'est ça. Ou alors, si on dit qu'on peut invoquer Éphésiens 5, 21 pour dire que la femme doit se soumettre, ben ça veut dire qu'on accepte d'invoquer Éphésiens 5, 28 pour justifier l'esclavagisme. Puis j'ai un problème avec ça. Puis je pense que lui aussi aurait probablement un problème avec ça. Mais bon, je suis peut-être allé un peu loin, mais si on va jusqu'au livre de Lévitique, je t'arrêterais juste pour ça, parce que l'ayant vu, puis je sais pas avec certitude que Éphésiens commence comme ça, mais ce même mot-là, douloi, ou doulos, dépendamment comment il est décliné, mais Paul réfère toujours à lui-même comme un esclave. Fait que tu sais, ça commence toujours Paul, un doulos de Jésus-Christ. Tu sais, fait il y a cette... Pour ceux qui ne savent pas, Paul, c'est lui qui a écrit la lettre. Oui, la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul, qui a écrit à peu près le 2/3 du Nouveau Testament, les Épîtres en tout cas. Mais il y a un contexte encore plus large à ce mot-là d'esclave. Ouais. Ben, même encore aujourd'hui, le mot doula, qui veut dire une sage-femme, vient de ce mot-là aussi. Ah, je savais pas. Alors, tu sais, il y a un contexte là-dedans. Mais, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un certain mouvement, puis il y a des gens qui adhèrent à ça et des gens qui non, qui vont voir la Bible comme étant, dans son ensemble, de la première page à la dernière page, un guide de comportement. Et il y en a qui vont le voir plutôt comme étant une série de textes dont certaines parties sont des guides de comportement, dont certaines parties sont des récits historiques, dont certaines parties sont un ensemble essentiellement une espèce de code civil qui s'appliquait à un peuple dans le passé. Il y a donc des fables et une partie qui va être un code moral. Et ultimement, je pense que chacun est obligé de négocier son entente avec sa compréhension. Si quelqu'un décide de vivre par la Bible, ben, il faut trouver comment quelqu'un va décider de faire ça. Alors, je pense que justement, dans ce vidéo-là, mon objectif, c'était de démontrer que nécessairement tout le monde est obligé de faire ça. Alors, on arrive à des choses comme, Paul se décrit comme étant un esclave, mais je pense que si on regarde dans le contexte du chapitre 5, verset dans le 28, etc., il ne parle pas d'un esclave. Non, il parle d'un esclave à un autre homme. 100%. Et puis, si on regarde ça, et on dit que la Bible au complet est un code de conduite, ben ça arrive à des conclusions qui sont peut-être un peu difficiles à avaler, je pense, pour bien des gens qui sont de bonne foi avec le texte. Alors, oui, le contexte est super important. Puis je pense que l'idée que l'approche chrétienne offre mais n'impose pas, parce que ça, c'est parfaitement encadré avec le contexte de la liberté. Tu n'es pas obligé. Tant qu'on n'impose rien à personne, c'est purement une question de moralité. Chacun, après ça, je veux dire, la Bible dit qu'on est tous, on reçoit tous la capacité de choisir pour nous-mêmes. Ben, ça vient avec l'obligation de choisir, justement. Mais c'est ça, puis comme tu sais, dans la vidéo aussi, tu as cité Corinthiens dans Femmes, parlez pas dans l'Église. Là. Au sujet de Paul, d'ailleurs. Oui, c'est ça qui est de Paul aux Corinthiens. Puis justement, quand tu étudies, quand tu studies le contexte, ben là, tu réalises qu'il s'adresse aux Corinthiens. Puis aux Corinthiens, je connais pas vraiment 100% le background, mais je sais que ça n'allait pas bien à ce moment-là. Il faisait beaucoup d'idolâtrie, puis des péchés sexuels, des affaires de même. C'était pour mettre une structure dans l'Église. Oui, c'était spécifique, mais c'est ça. Mais c'est ça. Puis c'est ça qui est difficile avec la Bible, c'est d'arriver à la bonne interprétation. Tu sais, puis on fait l'exégèse, on va dans le texte, puis on essaie de trouver c'est quoi le contexte, c'est quoi l'intention quand ça a été écrit, à qui ça a été écrit. Fait que bon, il y a plein de choses à prendre en considération. Puis spécifiquement ça, c'est ça.
Paul parle d'une dynamique qui est particulière. Après ça, est-ce qu'il y a dans cette interprétation-là un principe qu'on peut sortir de là? Certainement. Je pense que dans ce cas-là, c'est beaucoup plus l'idée d'avoir un ordre à la pratique ecclésiastique, si on veut, là, dans l'Église, plutôt que de dire aux femmes de ne pas parler. Ça s'adressait plus à ce point-là, dans ce cas-là. Puis t'as fait allusion qu'il commence à avoir les gens commencent à s'intéresser à la spiritualité, ils retournent vers la religion chrétienne. Toi, tu viens d'un background catholique, right? Protestant. Tes parents étaient protestants. Je viens d'une famille presbytérienne. OK, nice. J'ai grandi je veux dire, j'allais à l'église tous les dimanches. Ma mère me lisait la Bible tous les soirs. Là, oui. Ah, man! OK, engagé. Ouais. Puis aujourd'hui, t'es rendu où par rapport à ça? Je suis encore membre de l'église. Je vais pas régulièrement. Mais je veux dire, ça fait certainement partie de mon bagage, mon passé culturel, social. Alors, j'en suis là. C'est pas ça je vis pas ma vie selon les principes du pasteur, mais quand je vais à la messe à Noël pour faire plaisir à ma mère, j'écoute pareil. OK. Ma question, si ça tente de le partager, veux-tu nous partager un petit peu comment c'est arrivé, ça, votre historique familial, mettons, ça remonte à où? Ah, ça remonte à... comme tu dis, c'est familial. OK, donc des générations et des générations. Dans le cas de ma mère, c'est son père à elle qui était un Irlandais, elle a grandi dans une famille catholique. Il s'est converti au protestantisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. OK. Et puis, les détails de ça, il ne voulait pas trop en parler, comme bien des gens qui ont vécu la guerre. Souvent, c'est des histoires qu'on préfère pas trop rapporter. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il est revenu de la guerre protestant et puis il a élevé ma mère dans la religion protestante. OK. Donc, un background anglophone? Oui. À Québec? À Québec. Comme Mike Ward. Moi, Norm Macdonald, tu connais-tu Norm Macdonald? Je suis allé à la même école secondaire que Norm Macdonald. Pour vrai? Je ne l'ai pas connu personne. Moi, c'est mon héros. C'est le gars que j'aime le plus de Québec. Même école que Norm Macdonald. Ouais, même école secondaire que Norm Wow. Macdonald. C'est qui Norm Macdonald? Aucune idée. Mais t'as mentionné, tu vis pas ta vie selon les règles du pasteur. Puis tu sais, nous autres, c'est ce qu'on aime de notre pasteur, c'est que il arrête pas de dire que c'est juste un homme imparfait comme tous nous, mais lui, il pointe tout le temps à Jésus, tu sais. Fait que nous autres, on suit Jésus. Puis ça me mène à ma prochaine question, comme je t'ai demandé de faire des recherches, il y a clairement beaucoup de gens qui commencent à se tourner vers la religion, vers une spiritualité. Moi, je pense que la COVID, ça a vraiment accéléré ce processus-là, que les gens n'avaient plus leurs ressources ou les personnes ou les places qu'ils étaient habitués d'aller étaient pognés chez eux, fait qu'ils ont commencé à chercher, OK, il faut qu'il y ait de quoi de plus à cette vie-là, puis c'est ça qui a commencé cette quête spirituelle chez les gens. Qu'est-ce que tu dirais, pourquoi tu penses que cette recherche-là vers la spiritualité qui commence à grandir? Je pense que la COVID a certainement été un facteur, mais je pense qu'il y a une confluence de facteurs différents. Une partie de ça, je pense, c'est simplement cyclique. De génération en génération, on veut généralement faire différent de nos parents. Il y a au moins un courant de chaque génération qui veut se dissocier des approches sociales et philosophiques de leurs parents. Alors, on a eu toute une génération, peut-être une génération et demie, quasiment 2 générations de gens qui ont largement rejeté la religion, beaucoup en réaction à ce qu'ils ont vu de la religion de leurs parents à eux. Mm-hmm. Et puis, maintenant, on arrive à le retour du balancier où il y a maintenant une génération qui monte, qui a vu leurs parents rejeter l'ensemble de la religion, puis qui se disent moi, je ne veux pas faire comme eux, alors on revient. Il y a une partie de ça qui est cyclique, une partie qui est la COVID, je pense certainement. Il y a aussi... Est-ce que je peux juste arrêter sur la COVID? Moi, j'ai une théorie qui est de dire, à partir des Lumières, je pense que l'esprit humain s'est érigé en idole presque. Tu sais, de dire, on est donc bien intelligent, puis découverte après découverte, évolution après évolution, c'était possible de croire à cette idée-là. Tu sais, de dire, vraiment, l'homme est intelligent, est un esprit incroyable, on a les solutions à tous les problèmes, si on veut. Et puis d'arriver après ça, avec la COVID, qui nous a mis justement devant une situation où l'esprit humain s'est retrouvé complètement désemparé. La seule solution qu'il a trouvée, c'est de dire, on reste tous chez nous parce qu'on n'a pas de solution. Puis je pense que c'est la première fois où il y avait un challenge à l'esprit humain. Là, tu sais, je le mets comme ça. C'est intéressant.
je trouve ça intéressant particulièrement qu'on commence au début des Lumières, parce que qu'est-ce qui a commencé les Lumières? C'était la peste noire. Oui. Et il y a énormément de gens qui, pendant la peste noire et suite à la peste noire a été un élément anéantissant pour beaucoup d'institutions à l'époque, dont beaucoup d'institutions religieuses. Les institutions religieuses sont largement modifiées, changées en réponse au fait que tu avais des gens qui étaient extrêmement pieux, qui allaient à l'Église, qui faisaient tout ce que les prêtres de l'époque l'Église s'est réformée depuis, mais tout ce que les prêtres de l'époque faisaient pour arriver après ça à la conclusion que ça semblait encore frapper tout le monde à peu près de la même façon. Alors de là, on est arrivé à plein d'autres choses qui ont éventuellement mené aux Lumières. Je pense pas que la COVID, ça a été la peste noire. Là. Relativisons quand même. Sans nombre d'un doute. Mais il y a une réaction. Il y a une réaction qui propre à la peste noire, presque. Tu sais, si peut-être qu'ils avaient réagi comme s'ils avaient réagi à la peste noire comme on a réagi à la COVID, peut-être que la peste noire aurait été moins pire. Moi, je vois plus dans la réaction de la COVID similaire à la peste noire où il y a un doute dans les institutions de pouvoir. À l'époque de la peste noire, l'institution de pouvoir primaire, c'était l'Église. Les institutions politiques étaient largement secondaires. Après ça, on a eu la COVID. Les institutions de pouvoir, c'était les institutions économiques, financières et les institutions politiques. Ce qu'on voit maintenant, c'est un gros doute dans ces institutions là en particulier, et dans l'absence de confiance dans ces institutions-là, c'est normal qu'il y ait d'autres formes, j'hésite à dire institutions, parce que je pense que ce qui se passe avec le mouvement de recrudescence, le courant de recrudescence religieuse présentement n'est pas un courant institutionnel, mais on cherche des repères, et il y a certainement certaines personnes qui trouvent des repères dans la religion. Ouais. C'est quoi la place dans ces institutions-là des médias? T'sais, en anglais, on dit « the fifth estate ». Oui, les médias aussi, je pense, ont longtemps été une institution de pouvoir, se comportent encore certainement comme une institution de pouvoir et en écope aussi de façon difficile. Alors, le rôle des médias aussi est remis en question, je pense, parce que il y a beaucoup de gens qui ont remarqué beaucoup d'échecs, qui ont mis beaucoup de confiance dans les institutions médiatiques pendant la COVID et se sont sentis maltraités par cette institution-là aussi. Toi, tu te positionnes comment sur cette question-là médiatique? Puis le mouvement fake news, tu sais, comme on a... C'est drôle parce qu'on a fait un podcast lundi, puis mais dans plein d'aspects sociaux, les gens se sentent dans des silos. Ouais. Donc, il y a des chambres d'écho. On parle avec du monde qui sont d'accord avec ce qu'on dit. On veut pas entendre quelque chose qui nous confronte ou qui était dans désaccord avec nos positions. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on s'en va? À quoi devrait-on faire attention? C'est drôle parce que je suis quelqu'un qui est très critique des médias, puis quand je vais dans les médias institutionnels, on me le reproche souvent, mais je suis fondamentalement favorable aux institutions médiatiques. Il nous en faut. Toute société qui veut être libre et cohérente avec elle-même, qui veut avoir une cohésion sociale, que justement on n'est pas toutes dans nos silos juste à parler avec les 8 personnes qui sont d'accord avec nous sur tout, est obligée d'avoir des institutions qui exercent une certaine forme de pouvoir. On peut débattre en long et en large sur ça va être quoi cette forme de pouvoir-là, quel genre de retenue les institutions devraient avoir, quelle portée ils devraient avoir. Moi, je suis généralement partisan à des institutions qui exercent le minimum de pouvoir nécessaire, mais il en faut quand même. Et juste dans les médias ou partout? Partout. Fait que t'es plus libertarien? J'hésite à me rendre au libertarianisme parce que j'ai l'impression que quand les gens qui se disent libertariens en veulent pas. Moi, la première chose qu'il faut, c'est qu'il faut qu'on ait une cohésion sociale qui fonctionne. Et l'humain étant ce qu'il est, on ne peut pas espérer avoir une cohésion sociale durable si on n'a pas une certaine forme d'institution de pouvoir qui a un pouvoir coercitif sur les gens. Alors, je ne suis pas libertarien au sens, je pense pas que c'est une mauvaise chose. Je pense que au lieu de travailler à diminuer le pouvoir et les institutions de pouvoir, on devrait travailler à améliorer l'humain pour que ces institutions-là cessent d'être nécessaires. Mais je les vois encore comme étant nécessaires. Comment on fait ça?
C'est un long Sur les processus. TikTok. Enfin, oui, en partie, mais c'est un processus qui dure des milliers d'années. Je veux dire, il y a 1000 ans, la démocratie, c'était impensable pour la plupart du monde occidental. Il y avait des formes de démocratie ailleurs dans le monde, il faut le reconnaître, mais dans la culture de laquelle nous, on émane aujourd'hui, c'était impensable. Puis aujourd'hui, on a une culture démocratique fortement enracinée en Occident qui est jamais 100% sécuritaire, mais qui est certainement beaucoup plus sécuritaire qu'elle l'était il y a 500 ans, par exemple. Alors, et ça, c'est garant d'une augmentation des libertés, avec une augmentation des libertés, une augmentation de la culture de la responsabilité individuelle. Les gens sont beaucoup plus individuellement responsabilisés du fait qu'ils sont habitués d'avoir des libertés aujourd'hui qu'on l'était il y a 1000 ans quand ton seigneur te disait, ton seigneur féodal te disait « voici ce que tu as le droit de faire, puis si tu le fais pas, je t'enlève une main ». Alors, c'est un processus qui est lent, qui est incrémental, mais on a toute notre part à jouer comme une espèce de longue course de bâton. Tu fais une comparaison sur une longue période. Si je te dis sur 25, 50 ans, est-ce qu'on est encore mieux ou est-ce que ça périclite Je pense qu'on la est mieux. démocratie? Je crois, je suis un optimiste avec la lignée qu'on prend. C'est sûr que présentement, on vit une période de turbulence. Mais c'est pas nécessairement mauvais, une période de turbulence. T'sais, avant qu'une femme accouche, là, c'est le chaos total. Mais après ça, tu as un nouveau-né, puis c'est super beau, puis tout le monde est heureux. Alors, on vit une période de turbulence, il y a des gros questionnements à avoir, mais j'ai pleinement confiance qu'ensemble, on va tous être capables d'avoir les discussions qu'il faut, puis se regarder dans les yeux, puis dire ça passe, ça passe pas. Nos valeurs fondamentales restent, je crois, fortes. Il faut juste qu'on fasse le travail de bâtir et rebâtir les institutions autour de ces valeurs-là, au lieu d'essayer de faire perdurer des institutions qui sont peut-être désuètes. Je te prends au bon. Quelles institutions sont désuètes? Les fonds au Québec, Ouais. si on commence au Québec ou si tu vas aller aux États-Unis, Ah, ben, c'est plus public. mettons, mais- ce qui se passe aux États-Unis, ça reflète ce qui va pour moi se passer au Québec dans 10-15 ans. Alors, selon moi, ça se ressemble tous. Il y a comme une vague qui suit. Comme 10 ans plus tard, à Québec. Ben, pouf. C'est juste une facile. Je pense que les institutions... C'est vrai, par exemple. Il y a des grosses réformes à faire, mais je suis pas prêt à dire, par exemple, cette institution-là, on n'a plus besoin, on peut entièrement l'acheter aux poubelles. Je pense pas qu'il y a des institutions que je peux dire totalement inutiles, on s'en dépasse. Je pense que les institutions médiatiques sont, d'après moi, au front présentement des changements qui sont nécessaires. L'année passée, il y a un sondage léger qui est sorti comme de quoi la moitié des Québécois ont peu confiance aux institutions médiatiques. Ben ça, c'est pour moi, c'est la plus grosse sonnette d'alarme possible, parce que si on a... Moi, je n'ai pas la capacité d'aller parler à tous les politiciens pour savoir ce qui se passe. On a besoin d'institutions médiatiques, on a besoin de leur faire confiance. Mais je pense en même temps que si on est arrivé là, il y a probablement une partie du blanc qui appartient aux médias institutionnels elles-mêmes. Alors, il y a des réformes à faire là. Pour avoir parlé à des gens dans le domaine, je sais qu'ils sont en train de faire le travail, mais c'est un gros bateau puis ça tourne pas vite. Est-ce que, parce que j'entends ça, puis je me dis, pour l'avoir observé, souvent, je pense qu'on a perdu le critical thinking, la capacité à avoir une pensée critique, puis les médias aujourd'hui nous donnent une nouvelle, nous donnent 3 personnes qui l'analysent, puis la personne moyenne regarde, puis elle dit « Ah, ben moi, j'aime le gars dans la case du milieu, je suis avec lui. » Ben c'est ça. Ça, selon moi, quand on parle de réforme de choses, ça, c'est un code qu'il faut... Ça, on n'en a plus besoin. On n'a plus besoin du mélange constant de l'information, analyse et opinion. C'est souvent, à l'intérieur de la même phrase, on va rapporter un fait, on va l'analyser, puis on va donner son opinion, puis on va répéter. C'est correct d'avoir de l'analyse, il en faut. Il faut des gens qui sont des spécialistes qui peuvent dire « Voici, on va prendre un pas de recul, on va prendre la nouvelle dans son contexte, on va parler de tous les enjeux. » Ça, c'est de l'analyse, puis c'est important. L'opinion aussi, c'est important, parce que c'est en parlant de nos opinions ensemble qu'on arrive à une espèce de consensus collectif dans la mesure qu'on est capable de le faire, c'est important. Mais il faut que ce soit très clair qu'on ne mélange pas l'information à l'analyse et l'opinion. Puis présentement, je pense qu'une des grosses difficultés que nos institutions médiatiques ont, c'est qu'ils rentrent un peu trop facilement dans ce mélange-là. Moi, je veux être le plus clair possible, je ne fais pas de l'information. Les gens qui me suivent en se disant « Merci de nous garder informés », je les remercie de me suivre, mais j'espère qu'ils vont chercher leur information. Tu les informes Ailleurs. qui ne seront pas informés. C'est ça. Moi, la seule information que je vous donne, c'est si vous vous informez seulement auprès de mes vidéos, vous êtes mal informé. C'est insuffisant comme diète d'information. C'est pas ça que je fais. Il faut qu'on garde un noyau protégé de production d'informations qui soit
clairement à l'extérieur du monde de l'analyse et de l'opinion, Ouais. qui est là, moi et les autres personnes qui ont des médias sociaux, qui peuvent ramasser leur téléphone, n'importe rien, dire n'importe quoi. Ça, c'est une arène où free for all. L'information, il faut qu'elle reste séparée. Non, c'est vrai, parce que je viens vraiment de ce milieu-là. Là, Hey, moi, je suis victime de ça. Là. Je trouve ça complètement, mettons, parce que on est personnalité publique, je trouve ça stupide, là, les gens qui font leur opinion sur moi à travers un commentaire ou un clip qu'ils ont vu, mais je suis victime de la même affaire. Je vois un clip de telle personne, mon opinion, ça va être le commentaire qui a le plus de likes. C'est ça mon opinion. Ben, des fois, ouais. Là, mais c'est comme, c'est même pas voulu, on dirait que c'est comme, c'est inné, pas que c'est inné, mais comme, je sais pas, c'est de même qu'on est programmé. Tu s'en vas sur TikTok, tu vois une vidéo, telle personne dit hey, Trump, il a fait ça, bon, ben c'est ça mon opinion de Trump. Après ça, une autre personne dit il a fait une autre vidéo sur un, mais Trudeau, il a fait ça, lui. Bon, ben c'est ça mon opinion sur Trudeau. Puis après ça switch. Après ça, je vois une vidéo de Farnell Morissette. Puis après ça, je suis comme, bon, ben c'est ça mon opinion, tu sais. Puis, je sais pas, il y a pas de. C'est facile aussi, j'ai pas besoin d'aller faire la recherche moi-même puis tout, tu consommes, mais aussi c'est que tu consommes mais tu passes à autre chose, tu scrolls, on n'a pas le côté critical thinking, je sais pas comment Puis expliquer je ça. pense qu'on a perdu aussi la capacité d'approcher les choses d'un point de vue mitigé et de dire, mettons, Trump, je suis d'accord avec A, B, C, D. E, F, G, il erre complètement. On doit être 100% avec une cause ou avec une personne. Si c'est pas le cas, ben c'est pas acceptable. Mais c'est ça, je pense qu'il y a une grande problématique avec ça, à l'idée de dire, ben, je suis d'accord avec ce que tu as dit ici, puis l'autre, je suis pas d'accord. Je pense que les gens, ils ont comme perdu cette capacité-là à faire ça, puis je pense que ça vient beaucoup de ces analystes-là qu'on voit qui... Moi, je me souviens, il y avait un gars qui disait la clé pour être un talking head, c'est d'avoir des définitions très définies. C'est jamais justement dire oui, mais c'est une question difficile, puis il faut l'approcher avec nuance. Tu ne peux pas inviter à beaucoup de panais si tu dis je suis d'accord. C'est malheureux, mais c'est une réalité. Okay. Ouais. Fait que je veux dire que je suis pas d'accord avec ça. Ouais, ben, tu sais, dis, est-ce qu'on l'a perdu? Moi, je sais pas si on l'a déjà eu. Je pense que ce qui se passe présentement, c'est qu'on a une démocratisation de l'accès à qui peut livrer son message. Il y a beaucoup de monde qui a des plateformes. Exactement. Sur TikTok, tout le monde peut avoir une plateforme. Moi, ma plateforme, elle est purement là-dessus. Là. Elle est basée sur, je veux dire, il n'y a pas d'institution derrière moi. Il y a 20 ou 30 ans, pour avoir le genre de plateforme que nous, on a aujourd'hui, ça aurait coûté 150 000 $ minimum. Il aurait fallu du financement, il aurait fallu l'approbation du CRTC, il aurait fallu plein de en anglais, des checks and balances, des contrepoids institutionnels avant qu'on y ait accès. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors, je pense pas que c'est nécessairement qu'on a perdu notre sens de l'écoute critique. Je pense que c'est que devant une multiplication énorme de gens qu'on peut écouter, le peu de sens critique qui vient de façon naturelle et facile dans une réalité médiatique où tout le monde est super occupé puis on a 10 minutes pour écouter avant de passer à autre chose, il est malmené et on ne s'est pas encore ajusté à ça, je pense. Ton 10 minutes que tu viens de nommer m'amène à la question que j'avais tantôt, mais tu parlais d'un noyau d'information. C'est quoi ton noyau d'information? Moi, j'encourage tout le monde de traiter leur information comme ils traitent leur alimentation. Le plus de sources variées possible et s'assurer de la qualité d'où viennent tes aliments, dans la mesure que tu le peux. Puis là-dessus, c'est jamais possible de le faire entièrement. Je pense que les sources d'informations ont elles-mêmes une responsabilité de s'assurer qu'elles nous donnent des informations qui sont de qualité. C'est bon, j'aime la métaphore, l'alimentation. Tu sais, mettons, moi j'aime bien le McDo, fait que je vais manger du McDo, puis je vais juste aller au McDo à chaque jour, parce que c'est ça qui me plaît. C'est là que je vais tirer mon information. Il y a une expression que j'ai appris en politique qui me fait capoter, c'est une croquette. Ça vient de la croquette de McDo, justement. Et c'est que Fire. On cherche à... on cherche toujours dans le monde, que ce soit que les politiciens ou les gens qui couvrent la politique en particulier, à réduire quelque chose à une croquette, parce que la croquette, tu la ramasses, tu la manges, tu passes à autre chose. Puis non, c'est bon. Si tu veux la tremper dans de la sauce, t'en as. Alors, la croquettisation de l'information... je pense que ça, c'est une grosse partie du problème, mais ça revient à la nature humaine.
T'aimes le McDo? Moi aussi, j'aime ça. Tu sais, Oui. c'est parce que c'est vite. Parce que ça me demande pas beaucoup d'efforts. Ça me plaît. Ça me plaît, c'est ça. Je suis pas obligé de passer 1h30 à faire de la cuisine. C'est fait pour moi, ça vient immédiatement. Mais on le sait que c'est de la malbouffe. Puis on sait que c'est mauvais pour nous. Puis ça demande un effort puis une discipline C'est ça. individuelle, faire mieux. Et là-dessus, ben, il y a une responsabilité individuelle à prendre qui s'est pas encore développée dans notre culture, mais je suis convaincu qu'elle va se développer. Oui? Oui, absolument. OK. C'est de la même façon qu'on s'est développé des concepts de responsabilité citoyenne à mesure qu'on s'est donné plus de pouvoir et de liberté citoyenne, à mesure qu'on se donne plus de pouvoir et de liberté de consommation médiatique, on va obligatoirement se développer une culture de responsabilisation médiatique aussi. Ça commence déjà. On le voit déjà. Est-ce qu'on... Je pose la question, puis si je suis dans le champ, tu me le dis, mais est-ce que tu penses alors que notre réalité ressemble un petit peu plus à comme la France d'après la Révolution, comme on est dans quelque chose de nouveau, puis on apprend à vivre avec? Si on veut la métaphore, on est dedans. Là. On n'est pas en train de sortir les guillotines, là. Ça reste paisible et tout ça, mais il y a année après année, quasiment à tous les 6 mois, on annonce des énormes coupures dans tel média, 300 postes abolés à Radio-Canada, 200 postes abolés à TVA. On est dedans, là. On est dans la Révolution française, là. Et moi, tout ce que j'espère, c'est qu'on va pas avoir la terreur qui va suivre. Amen. Amen, oui. J'espère ça aussi. Mes cours d'histoire sont loin, pas de mentir. Je dormais beaucoup. Ça aussi, je mentirais pas. Mais t'as dit, on est dans la révolution. T'as dit tantôt hors caméra, ça fait 4 ans que t'as commencé les réseaux sociaux, right? Il y a 4 ans, c'était environ le cancel culture, c'était à son pic. C'était 2020. Je suis pas... 4-5 ans. Tu sais, le cancel culture existe depuis toujours. Mais, OK, mais ce que je parle, c'est la vague de... Bon, à cause de la COVID, les gens n'avaient pas grand-chose à faire, puis là, c'est comme... Il y a eu plein d'influenceurs qui se sont fait cancel. Oui. Dans les mêmes moments, Ouais, tu sais. ben, c'est que c'était dans les mêmes moments où il y a soudainement une explosion de nouveaux influenceurs aussi. Alors, s'il y a beaucoup d'influenceurs, c'est normal qu'il y en a beaucoup qui vont se faire cancel. Mais je pense que c'était probablement à peu près les mêmes proportions que ce l'était avant et après. C'est juste qu'il y a eu une grosse vague de cancel parce qu'il y a eu une grosse vague d'influenceurs qui sont tous rentrés en même temps. Ben, en même temps, c'est que cette vague-là, c'était comme... Tu disais un propos qui était, je sais pas, moi, justement... Tu fais une story que t'es pour Trump, et c'est sûr tu te faisais cancel, mettons. Sûr. Ici au Québec, là, sûr. Tu sais, il y avait pas de... Tu peux même pas expliquer. Non, c'est sûr. Puis même si... Tu te faisais largement critiquer, mais cancel au sens de perdre ta plateforme, je crois pas. Mais pas loin. Pas loin, tu sais, comme si tu suivais encore Julien Lacroix, au moment que c'est fait cancel, puis il y a eu l'article qui est sorti sur Julien Lacroix, ben t'es pour Julien Lacroix, fait que tu sais, t'es autant pire que lui. On en avait déjà parlé dans un podcast, mais si tu suivais la personne qui a été call-out pour des agressions sexuelles, t'étais autant pire que l'agresseur, tu sais. Peut-être, moi je l'ai pas vu, je l'ai pas vécu ça, mais c'est pas dans mes expériences, mais ça veut pas dire que c'est pas arrivé. Mais c'est mon point que j'allais dire, c'est que à ce moment-là, tout le monde avait peur de parler. Là, après ça, il y a eu le phénomène d'Andrew Tate, que lui, il se faisait cancel par les grands médias, mais que lui, il a dit non, tu peux pas cancel, tu peux pas me cancel. Tu peux pas cancel quelqu'un qui veut pas être cancel. Okay, quand tu parles de cancel, tu veux dire perdre sa plateforme ou tu veux juste dire être mis dans l'espèce d'espace de cordon médiatique sanitaire qui s'est informellement créé autour de... C'est les gens qu'on met dans la boîte de ça, c'est les gens pas corrects. C'est ça. Mais je veux dire, Andrew Tate n'a jamais perdu accès à sa plateforme. Andrew Tate, à ma connaissance... personne n'a tenté de l'empêcher de parler. Il y a eu d'autres démêlés judiciaires en lien avec d'autres choses. Mais si on parle de cancel, pour moi, si on veut vraiment parler d'un cancel, il faut parler de quelqu'un qui a perdu sa tribune et sa plateforme. Puis ça, c'est pas la même chose que juste se faire dire « Toi, t'es un pas correct, on le met avec les... » Il s'est fait ban de YouTube, il s'est fait ban d'Instagram. OK. Il s'est fait mettre en prison. Ouais, ça, c'était pas en lien avec... Mais ils l'ont sorti de prison. À cause qu'ils n'ont jamais eu de preuves. Où c'est qu'ils venaient, c'est que, genre, je pense qu'au moment qu'il y a des accusations, ils peuvent te mettre en prison. Ils ont pas besoin de preuves. Andrew Tate n'a pas été mis en prison parce qu'il disait qu'il était favorable à M. Trump. Non, c'était par rapport à du proxénétisme. Proxénétisme, puis de la mais après ça, ça a été prouvé que c'était pas vrai, tu sais. Mais c'est intégrité. Ouais. C'est sûr que ça a été prouvé que c'était pas vrai. En tout cas, bref. La différence entre intégrité et être prouvé. C'est dans les mêmes moments que j'ai débarqué de suivre Andrew Tate. Mais mon point, c'était plus comme, OK, tu penses... Parce que là, il y avait ça, les cancel, on dirait que tout le monde avait peur de parler. Puis là, il y a comme un mouvement que maintenant, les gens... C'est comme un peu free-for-all, puis tu peux pas vraiment cancel personne. Puis
où c'est qu'on se dirige avec les médias, tu sais? Je me demande, tu trouves ça, c'est une bonne affaire que les gens aient une plateforme? Ou tu penses que ça serait mieux qu'on limite qui peut avoir une plateforme? Je me rappelle, j'en parlais avec ma blonde, j'étais comme, moi, elle disait, pourquoi t'aimes pas TikTok? J'étais comme, il y a des gens qui ont des plateformes, qui devraient pas avoir de plateforme. Là, aussi, j'ai réfléchi là-dessus, puis j'étais genre, mais moi, je suis qui aussi pour avoir une plateforme, tu sais? Mais la question devient, puis tu m'arrêtes si t'es pas d'accord, mais qui décide? C'est là le danger. Moi, c'est pour ça, moi, je suis pour la liberté. C'est que si on dit lui, il a le droit, puis lui, il a pas le droit, Non, c'est ça. C'est qui décide? C'est pour ça que j'ai dit ça, puis après ça, j'ai tout de suite sorti le conviction de genre, ouais, mais toi, t'es qui pour avoir une plateforme? Tu sais, comme je vous écoute parler depuis tantôt, je suis comme, moi, je suis qui, moi, pour avoir une plateforme? Mais tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on fait super bien dans le monde social normal. Genre, si tu veux partir chez toi, puis t'invites 50 personnes, puis moi, j'arrive, puis je commence à dire des niaiseries, puis des stupidités, puis des âneries, puis envoyer chier tout le monde. Ça, tu sais, tu vas pas appeler la police, là, mais ce sera pas long que toutes les autres personnes autour de toi au party vont dire « Ouais, lui, on l'aime vraiment pas, là, tu sais, bon, OK. » Tu seras pas réinvité. Tu seras pas réinvité. T'as pas été cancel. T'as juste... Tu t'es comporté en quelqu'un qui sait pas vivre en société, alors la société t'a rejeté. Tu t'es fait ostraciser. Mais c'est pas la même chose, selon moi, que se faire cancel. Puis ça, se faire cancel, ça veut dire la police vient et dit « Tu n'as plus jamais le droit de remettre les pieds en public. » Ça, il y en a eu, mais pour moi, si on veut vraiment parler de cancel, il faut qu'on parle d'une perte d'accès à l'expression, pas simplement une ostracisation par plein d'autres personnes qui trouvent que tu n'as pas d'allure. Moi, je vais te poser une question ostracisation un petit peu, mais on a parlé de Trump. Comment t'expliques l'aversion des Québécois à Trump en général? Il y a une réaction forte. Il y a une réaction très forte, oui. Ben, je pense que, je veux dire, quand le président des États-Unis répète et répète et répète à la blague une annexation du Canada et ne respecte pas la souveraineté de ton pays, je pense que c'est normal qu'il y ait une révolution à ça. Mais ça précède ça. Ça précède ça. Beaucoup, ça précède ça de beaucoup. Je pense que M. Trump a quand même une longue histoire d'allégations qui sont contraires aux valeurs majoritaires québécoises. Je pense que c'est une grosse partie de ça. J'ai l'impression que les Québécois, en général, sont moins loin dans le rejet total des institutions que certains courants aux États-Unis sont. Tu sais, si on revient, par exemple, à l'analogie de la Révolution française, puis encore une fois, là, on se rappelle ces paisibles, tout ça, on est loin dans l'anarchie totale et on est loin à appeler aux barricades puis aux guillotines, encore une fois, de façon purement métaphorique, qu'ils le sont aux États-Unis. Alors, voir un chef qui ressort de ce mouvement-là est beaucoup moins intéressant pour beaucoup de gens au Québec, je pense. Moi, je rembarque. Est-ce que c'est l'idée de l'annexation? Moi, c'est drôle. La première fois qu'il l'a nommé, le premier réflexe que j'ai eu, j'ai pensé à Hitler, puis la Pologne. C'est la première image que j'ai eue. Je trouvais que ça... Puis je te dirais, je suis plus pro-Trump qu'anti-Trump. Léo, il demande, c'est quoi ça veut dire annexation? L'annexation, c'est que le Canada deviendrait le 51e État. OK. Donc, cette annexation-là... Ça rappelle Anschluss, mettons, là. Mais donc, on dit... Est-ce que ce serait si mauvais que ça? Moi, j'étais dans l'auto, je parlais avec ma femme, puis on parlait des impacts de la chose, tu sais. Puis je disais, ben somme toute, si c'était pas... En tout cas, c'est ma prétention, là, puis si les Canadiens veulent s'offenser, ils s'offenseront, mais si c'était pas du fait québécois qui amène les Canadiens à s'identifier autrement que les Américains parce qu'ils sont, tu sais, le ROC, là, tu sais, le Rest of Canada qui réagit aux faits québécois, je pense qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre un... C'est facile de croire ça quand on est au Québec, mais pour avoir passé beaucoup de temps au Rock, au ROC quand même, il y a des différences culturelles importantes entre le Canada et les États-Unis qui vont plus loin que, oui, le Canada consomme, le Rock, mettons, consomme très majoritairement de la culture qui vient des États-Unis. Oui, ils sont peut-être plus similaires aux États-Unis, mais sont quand même très différents sur plusieurs facteurs culturels. Il y a un sens de responsabilité collective qui est beaucoup plus développé dans le rock qu'il est dans l'ensemble des États-Unis. Il faut faire attention aussi, les États-Unis ne sont pas une culture. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est plus différent? Est-ce que le Canada est plus différent du Vermont que le Vermont l'est de l'Alabama?
Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ben le Canada non plus n'est pas une culture. Oui, c'est Je ça. pense que le Nouveau-Brunswick est plus proche du Vermont que le Vermont-lait du Texas, mais je pense que le Nouveau-Brunswick est peut-être plus proche On fait de l'île du Prince-Édouard que le Vermont, que le Vermont. En tout cas, on peut toujours faire ces choses-là. Ah, mieux danser. Oui, c'est ça, on peut faire une gigue, là, je suis d'accord. Mais il y a quand même, tu sais, je pense que parce que nous, le Québec est tellement culturellement distinct du reste du Canada que ça devient facile de voir l'ensemble du reste du Canada comme une espèce d'unité monolithe. amorphe, anglo-sphérique, puis c'est tous des Anglais. Je pense que c'est manquer de respect aux nuances qui existent au rock. Croire qu'une intégration culturelle avec les États-Unis, c'est déjà tant un fait accompli. Mais je reviens à la... Puis moi, je l'explique, là, je suis très biaisé. J'ai un dossier criminel. Je peux pas aller aux États-Unis à moins d'un miracle. Chaque fois qu'on me disait, est-ce que tu vas retourner Je dis, ben ça va prendre un miracle. Mon chum Trump est arrivé. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être mon miracle, être ça. tu sais. Mais est-ce qu'il y aurait un impact si négatif que ça, surtout à la lumière de cette guerre tarifaire-là qui s'annonce? T'sais, si on veut avoir la discussion, est-ce que le Canada veut se joindre aux États-Unis, puis les États-Unis sont prêts à avoir ces discussions-là dans le respect et avec bonne foi? C'est une discussion qui vaut la peine d'avoir, mais ça dépend beaucoup de, est-ce qu'on se fait traiter comme des égaux ou on se fait traiter comme une colonie? Est-ce que les particularités culturelles, sociales, économiques du Canada vont être respectées ou non? Est-ce qu'on va pouvoir, par exemple, maintenir on a des limites constitutionnelles aux droits fondamentaux qui n'existent pas aux États-Unis, qui mènent à toutes sortes de choses que les Canadiens regardent ce qui se passe aux États-Unis puis disent ça, c'est des dérapages qu'on ne veut pas chez nous. S'il y a un moyen d'avoir une discussion là-dessus où on fait une alliance politique beaucoup plus formelle comme l'a fait l'Union européenne, par exemple, je pense que ça, il y aurait une ouverture potentielle à au moins avoir la discussion. Mais de la façon que le président Trump est en train de le faire, c'est l'opposé total de la façon où on a besoin d'avoir cette discussion-là, si on veut l'avoir. Mais c'est le personnage. Il est toujours... Il parle plus fort que ce qu'il fait. Ben, c'est le personnage, c'est aussi sa tactique de négociation, d'arriver fort, brasser la cage, faire un peu, faire le coq, puis après ça, voir qu'est-ce qui tombe, qu'est-ce que je suis capable de ramasser. Je pense pas que M. Trump fait tout ça dans un objectif réel de faire du Canada le 51e État. Je pense qu'il fait ça juste pour brasser, pour choquer, brasse l'arbre un peu, puis tu regardes quel fruit tombe, c'est ça, celui-là que tu ramasses. Alors, là-dessus aussi, je pense que il y a une absence de respect non seulement envers... Non seulement du personnage, mais du fait que c'est pas quelque chose qui se fait de bonne foi. Son intention réelle, c'est pas vraiment de te permettre d'aller aux États-Unis. Pas de voyage en Floride. Je pense pas. Je pense que son intention, c'est juste, c'est ça, c'est de faire le coq puis voir qu'est-ce qu'il est capable d'aller chercher comme avantage après. Okay. Ben, je pivoterais, parce qu'on en a parlé, mais on n'en a pas parlé beaucoup, mais l'importance de ta foi à différents niveaux de ta vie, dans ton enfance, mettons, puis où est-ce que tu es maintenant? J'aborderai cette question-là. Ouais. Par la foi, parce que là quand je commence à faire ça, on m'accuse d'être quelqu'un qui fait de la philosophie, là, puis du sophisme. Mais parce que c'est quelque chose qui c'est important, puis je veux répondre avec le plus d'exactitude possible. Alors, par la foi, qu'est-ce que tu veux dire? La présence de Dieu et l'importance de ta relation avec lui dans ta vie. OK. Est-ce que tu penses que ça se définit comme la foi ou si... Oui, ben, c'est c'est ça le terme, c'est parfait, c'est un très bon terme. Je vis pas ma vie en me disant je veux plaire à Dieu. Okay. Dans le sens où, je dirais qu'au sens strict, je suis un agnostique. OK. Mon observation de l'ensemble, ma très petite observation de l'univers me porte à croire qu'il me semble plus probable qu'improbable qu'il y ait une force qui me dépasse en complexité et que cette chose-là ou cet amalgame de choses-là, on a tous de notre façon limitée, on a mis une espèce de gros drap là-dessus puis on a appelé ça Dieu. Ma conception de ça figure pas vraiment beaucoup dans la façon que je vis ma vie parce que j'ai l'impression que si c'est le cas, ben peu importe comment je vis ma vie rentre à l'intérieur de cette force-là. Alors, tant que je n'agis pas contrairement à ce qui vient de mes pulsions morales personnelles, je n'agis pas contrairement à ce qui se trouve en dessous de ce drap-là dont on ne connaît pas la réalité. Pulsion morale. C'est la première fois que j'entends. Pulsion morale. C'est comme
c'est presque antithétique, là, tu sais, des pulsions morales. Je trouve ça intéressant comme concept. Mais tu sais, c'est ce qui fait que tu dors mal quand tu as mal fait quelque chose. Si tu t'es engueulé avec ton ami sans raison, puis tu as fait quelque chose d'incorrect, ce soir-là, tu dors mal. Ça, c'est une pulsion morale. Ce qu'on appelle la conviction du Saint-Esprit. Oui, on met tous des mots, des noms différents, mais fondamentalement, on essaye de décrire quelque chose qui est extrêmement difficile à décrire parce que ça nous dépasse en complexité. Mais j'essaye de vivre une bonne vie telle que je le conçois et j'ai confiance. Je ne comprends pas d'où vient mon sens de la moralité exactement, mais j'ai confiance que si je suis cette chose-là, je vais agir à l'intérieur d'un code qui, je l'espère, est bien aligné avec ce qui se trouve sous ce drap de l'inconnu-là, auquel on donne des fois le nom-Dieu. Fait que pour toi, la Bible, c'est plus un guide moral, genre? De comportement, un peu comme tu disais tantôt? C'est plusieurs choses. Il y a, je pense que si on regarde, par exemple, le Nouveau Testament se veut beaucoup plus un guide de conduite que le Vieux Testament. C'est un espèce des le Vieux Testament, je pense que le Vieux Testament a des sections qui sont des guides de conduite, mais je pense que beaucoup plus, il y a autant aussi des sections qui sont des récits historiques, des recueils de lois civiles, un amalgame de choses. Mais je veux dire, je reste encore aujourd'hui convaincu que particulièrement les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean ont été extrêmement formateurs à ma conception de la moralité. Okay. Mais si un jour je me heurte à une réalité où je crois, après avoir fait le travail important de chercher ma conscience moi-même, de bien faire tout le labeur moral, j'arrive à une conclusion que je dois agir d'une façon contraire à ce qui est enseigné dans un des sermons de Jésus, par exemple, je vais certainement prendre ça en compte, mais ça ne va pas m'empêcher d'agir selon mes convictions. OK. Donc, c'est une influence plutôt qu'une autorité. C'est une influence plutôt qu'une autorité, oui. Puis de la même façon, je peux dire, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont lire Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux est rempli de leçons morales à l'intérieur, mais il y a aussi des choses qui sont clairement pas conçues pour être suivies comme un guide de conduite. Puis là, je suis pas en train de dire que la Bible et le Seigneur des Anneaux, mais on se comprend. Mais je fais souvent cet argument-là parce que souvent, j'évangélise, on évangélise du mieux qu'on peut, puis on va dire, mais la Bible le dit. Puis c'est ça, il y a un gars qui dit, oui, mais moi, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, puis ça dit autre chose. Puis non, mais c'est que si on reconnaît pas une autorité morale à la Bible, si on le reconnaît pas comme étant la parole de Dieu, qu'on dit c'est un livre, si on enlève c'est un petit peu ça ma prochaine question, mais si on enlève la notion ou l'aspect spirituel de ça, puis qu'on le voit qui est très cartésien, mettons, puis on dit, bon, ben je l'ai lu, puis c'est génial parce qu'il y a plein de sagesse, il y a plein d'histoires, c'est quelque chose qui a été préservé dans le temps, donc il y a quelque chose là. Oui, il y a clairement quelque chose qui résonne avec l'expérience humaine pour que ça ait la portée que ça a eu pendant la période de temps que ça a eu. Mais pour moi, c'est un guide et un enseignant, mais pas une autorité auquel je dois une soumission. OK. C'est quoi la différence entre agnostique et athée? Un athée est convaincu que Dieu n'existe pas, un agnostique ne le sait pas. Il croit qu'il y a un Dieu, mais il ne sait pas c'est qui. Ben non, un agnostique, littéralement, ça vient du grec gnosos, qui veut dire connaissance. Agnostique, je ne le sais pas. Athée, ça vient de athéos, donc l'absence de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Quelqu'un qui est un athée, selon moi, fait autant un choix de foi que quelqu'un qui décide de croire au Dieu d'Abraham, par exemple. Okay. Un agnostique dit « je ne le sais pas ». Je peux pas en avoir la certitude. Moi, je n'ai pas la certitude de c'est quoi la forme de la force qu'on appelle Dieu. Je n'ai pas la certitude qu'elle existe, je n'ai pas la certitude qu'elle n'existe pas. De ce que je peux voir, il semble avoir quelque chose là, mais je n'ai pas la capacité de la comprendre pleinement et je n'ai pas la certitude que cette impression-là est juste. Alors, je me considère un agnostique. Ben, je serais allé sur ça, dans le fond, tu sais, puis si tu es agnostique et que tu ne sais pas, ben, on fait toujours la même chose, mais on invite les gens à recevoir Jésus. Puis on vous invite à lire la Bible, tu sais, puis... J'ai eu la chance de le faire. J'ai travaillé dans une église pendant 2 étés de temps comme guide touristique et quand il pleuvait,
Quelle église? L'église Saint-Andrews à Québec. L'église Ok. presbytérienne, l'église Oui. de ma famille. L'église Ok. dont je suis membre. Oui. OK. Attends, mais t'as jamais lu la Bible au complet? Oui, J'ai juste c'est ça le qu'il petit. dit. Ok, qu'est-ce que j'ai bien compris? Oui. J'ai compris, j'ai l'essence de le faire. Ah, j'ai eu la chance. Ah, j'ai eu la chance. Ok, j'ai Accent de Québec. Ouais. On parle tout croche. Oui. Ouais, vraiment. Vraiment. Je pensais pas que j'avais un accent. Toute ma vie, j'étais ça. On a tous un accent. Ouais. Mais des fois, t'es déplaisant. Moi, ça va toujours être la bus, puis je vais jamais Ça, m'en- La bus, ouais. La bus. C'est crazy, hein. La bus. La première fois que j'ai entendu, j'ai dit, c'est pas sérieux. Le premier gars que j'ai entendu dire ça, j'ai dit, ça se peut pas. Mais c'est ça. Mais pour revenir à ça, puis on le fait à chaque épisode pour les gens qui nous regardent, mais on fait une invitation à recevoir Jésus. Fait que si tu nous regardes, puis que c'est quelque chose qui t'appelle, puis que tu le sais pas, bien, on t'invite justement à le faire, puis à le savoir, puis à le connaître pour toi-même. Mais pour nous, on croit que avant que ce soit un exercice intellectuel, c'est un exercice spirituel. Puis ça se fait en recevant Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Puis on croit que le Saint-Esprit fait une œuvre à partir de ce moment-là, puis qu'il nous révèle des choses, puis c'est lui qui nous appelle. Fait que si tu veux prier avec nous, on le fait à chaque épisode. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur. lave-moi, Lave-moi, purifie-moi, purifie-moi, rends-moi libre. rends-moi libre. Merci Jésus, Merci Jésus, car tu es mort pour moi. car t'es mort pour moi. Je crois que tu vas revenir Je crois que tu vas revenir et que tu es ressuscité et tu es ressuscité. dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Remplis-moi du Saint-Esprit. remplis-moi du Saint-Esprit. Amen. Amen. Fait que si tu as prié cette prière-là, 2 Corinthiens 5,17 dit « Tu es une nouvelle création en Christ, le passé est effacé, toutes choses deviennent nouvelles. » Je sais pas si tu veux rajouter Ben, ça quelque va. chose. T'as-tu lu les autres livres des autres religions? Plusieurs, oui, pas tous, parce qu'il y en a beaucoup, mais oui. Comment t'es compares-tu avec la Bible? Ils ont tous des objectifs différents. Par exemple, j'ai lu le Bhagavad Gita, qui est un texte qui est important à l'hindouisme, mais la religion hindoue n'est pas basée dans un livre. Alors, ça aussi, je pense qu'il faut faire attention. Et je les vois tous comme étant des tentatives d'expliquer quelque chose qui est fondamentalement inexplicable, mais que l'effort d'essayer de l'expliquer est extrêmement enrichissant. Puis, comment décrirais-tu le New Age aujourd'hui? C'est ce que tu veux dire? Comment je vois ça, le New Age aujourd'hui, c'est que les gens ils vont lire un peu de comme... Ah, l'espèce de buffet, là, où tu choisis un peu Tu de choisis ça, un peu de ça, puis un peu ça fait avec mes valeurs, ça, tel livre, ça, mais ça me parle pas. Les cristaux, ça, je vais adhérer à ça, mais ça, non. Puis après ça, tu fais comme ton idée de ce qui est Dieu ou ce qui est la spiritualité, puis avec ce qui fait avec tes valeurs. Je suis très critique de ça parce que j'ai l'impression que souvent, l'effet de ça, c'est de remplacer le travail difficile mais important de faire une analyse morale profonde en se regardant soi-même dans une introspection de ses valeurs morales. On remplace ce travail-là qui est difficile par un travail qui est très facile de dire « Ah ben ça, j'aime ça, ça, j'aime ça, ça, j'aime ça. » Puis tout ça, ça vient de sources qui sont religieuses, alors ça doit être bon. On remplace une bonne alimentation par des croquettes. Ouais. Puis je pense que je crains beaucoup. Ça goûte bon, mais c'est pas nourrissant, ces croquettes-là. Ouais, c'est ça, c'est comme des questions rafales que je me posais. Mais merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir pris le temps, puis moi, je serais curieux d'avoir une toute autre, puis on le fera pas aujourd'hui, mais une toute autre discussion sur ta carrière, puis je trouve ça fascinant. Ah ben merci, si vous voulez, je suis de passage à Montréal assez souvent, même si j'habite à Québec. Puis c'est ça, y avait-tu d'autres choses que tu voulais plugger, les projets qui s'en viennent, tes réseaux sociaux? Bon, je suis sur les réseaux sociaux, même pas ma firme, ça n'a rien à voir. Je suis actif sur TikTok, Instagram, Facebook, X, Blue Sky, tout ça. Mais... Blue Sky? Oui. C'est quoi ça? Pourquoi on n'est pas sur Blue Sky? Blue Sky, c'est Blue très Sky. similaire à X, avec une communauté un peu différente, certaines fonctionnalités différentes. Blue Sky. Blue Sky. Il y a du monde là-dessus pour vrai. Beaucoup de monde sur Blue Sky. Ouais. T'as déjà entendu parler de Blue Sky? Toi? Ça doit être des intellectuels qui sont sur Blue Sky. Ah, il y a du niaisage sur C'est les plateformes. qui 130 et plus. Ça, c'est les Mensa. C'est le ex de Mensa. Léo, on n'aura pas accès. Bon, bien sur ça, c'était nous pour de vrai.
Merci d'avoir écouté. Like, subscribe, commente si ce n'est pas encore fait. Positif, négatif, let's go. Lâchez-vous là dans les commentaires. Posez-nous des questions. On va essayer de vous revenir dans les prochains épisodes par rapport à ça. Nos Instagrams sont juste ici en dessous de nous si tu veux aller nous suivre individuellement. Et aussi pour de vrai.talkshow juste en haut de nous. Sinon, c'était pas mal ça. Un gros merci encore une fois à notre commanditaire Victor Saint-Jacques, monteurvideo.ca. Si tu veux un monteur ou si tu veux devenir monteur vidéo, c'est l'université de montage numéro 1 au Canada. Le lien dans le bio si vous voulez nous encourager. Puis sinon, encore merci, Farnell, une conversation incroyable. Merci à vous de m'avoir invité, c'était vraiment agréable, j'apprécie beaucoup. Tu dois être le centre de toutes les parties. Non, je suis vraiment... Je suis le gars qui est dans le coin et qui sirote sa bière bien tranquille. Ben, ça dit dans la Bible, be slow to speak. Ouais, mais en tout cas, tu m'as béni. Fait que je vais le dire comme ça. Merci, au revoir. Amen. Ciao.